Bonjour, c'est notre dernier rendez-vous en direct aujourd'hui sur France 4, dernier rendez-vous de la semaine. En tout cas, un grand merci. Vous avez été très nombreux à montrer votre amour à la fois pour le cyclisme sur France Télévisions et aussi pour Paris-Nice 2008 qui avait connu quelques petits tracas avant de démarrer. Et quelle semaine nous avons passé. Aujourd'hui, une arrivée très traditionnelle, Sisteron-Cannes, mais une longue étape, 206 km. L'arrivée est traditionnelle ici sur la Croisette avec un paysage et un décor de rêve, on ne peut pas mieux faire. Avec aussi, pour se remémorer l'étape d'hier, qui a été marquée d'abord par un Espagnol, Carlos Barredo, le coureur de la Quick Step, jeune coureur de talent. Il n'a que 26 ans, finalement c'est jeune dans le cyclisme. Grand espoir de l'équipe Quick Step, dit son manager général Lefebvre, qui dit qu'il peut être un vainqueur d'un grand tour, pourquoi pas. En tout cas hier, il a remporté sa plus grande victoire depuis qu'il est professionnel. Le maillot jaune reste bien sûr sur les épaules de ce jeune néerlandais, découverte de ce Paris-Nice 2008. C'est Robert Gesing, mais aujourd'hui, comme demain, il va devoir bagarrer et l'étape est longue, propice aux échappées. On l'a vu au tout début, mais on en reparlera dans quelques instants. Bernard, 206 km, on l'a dit, traditionnel pour l'arrivée. Est-ce qu'on peut souffrir sur une étape comme celle-ci? C'est presque la plus longue de ce Paris-Nice. Ah ouais, c'est la plus longue avec de nombreuses côtes, mais la dernière difficulté, le col du Tanneron est placé à environ 20 km de l'arrivée, ce qui va certainement freiner un petit peu les ardeurs des coureurs. Ils vont plutôt, dans le classement général, ils vont plutôt attendre demain. Par contre, pour l'étape, c'est vraiment une bonne opportunité pour ceux qui sont dans le classement général. Et puis, il reste encore certains classements, notamment le classement par points, le classement de la montagne, qui reste encore à définir, même si l'hôtellerie au classement de la montagne, où ils chauffent au maillot vert, ont déjà une bonne avance sur les poursuivants, mais ça reste encore important pour aujourd'hui. Je n'ai pas rêvé. Bernard nous a dit on peut lui faire confiance. Rien n'est définitif dans le classement général de Paris-Nice. Demain, nous serons en direct sur France 3 pour la dernière étape au Tour de Nice. Petit plus tout au long de ce week-end et avec un grand plaisir. On va avoir un vrai bon résumé de ce qui s'est passé depuis le départ, depuis Sisteron, puisqu'on retrouve pour la première fois cette saison notre Monsieur Plus, Laurent Jalabert, que je salue avec un énorme sourire. Bonjour Laurent. Alors Clément l'hôtellerie doit vous faire plaisir, vous qui avez souvent brillé sur les routes de Paris-Nice, puisqu'il est en train de consolider son maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur. Bonjour Laurent. Bonjour Thierry, bonjour à tous et à toutes, bonjour Bernard. En effet, cette étape très attendue, l'étape classique maintenant sur le Paris-Nice, cette étape de Cannes qui offre plus ou moins tous les ans le même parcours, eh bien, nous aurons livré une belle bataille avec des offensives déjà dès les premiers kilomètres et une belle échappée emmenée notamment par Clément l'hôtellerie, le porteur du maillot blanc à pois rouge. Ce garçon n'a pas manqué l'occasion de conforter sa place de leader dans le classement de la montagne. Le peloton, lui, était relégué au plus fort de l'écart à 5 minutes et 50 secondes, alors que sous nos yeux, maintenant, un coureur est distancé. Il s'agit du porteur, lui, du maillot Quick Step, voilà, qui n'est pas très content qu'on le suive finalement. Kerstingman, c'est qui a remporté 2 étapes sur ce Paris-Nice. Donc j'en reviens au film de la course, l'hôtellerie qui assit encore davantage sa position de leader au classement de la montagne, qui, voyant ses compagnons d'échappée ne pas collaborer à ses côtés parce qu'il est quand même 10e au classement général, Clément l'hôtellerie, bien il a préféré se relever, rejoindre le peloton alors qu'il faisait une bonne opération et il était virtuel leader. Et bien il a réintégré le peloton et l'échappée a pu continuer. Là ils se sont à nouveau tous entendus et ils ont creusé l'écart donc jusqu'à 5 minutes 50, mais c'était avec une réaction à nouveau des coureurs de la Liquigas, les équipiers de Damien Locunego, qui a certainement de la suite dans les idées aujourd'hui pour remporter cette étape, que l'écart est en train de se réduire, il n'est plus que de 3 minutes 20. Je vais quand même vous donner l'identité des hommes échappés puisque ce groupe est en train de se réduire à nouveau. Le jeune coureur belge Kevin Ista, sous vos yeux, pour l'équipe agrituelle, est en train de perdre contact. Nous retrouvons à l'avant 2 coureurs de l'équipe CSEC, Bobby Julich qui a déjà remporté Paris-Nice et Chris Sorensen, un jeune coureur danois. Nous retrouvons celui qui est pour l'instant le mieux classé dans cette échappée, Alexander Kuchinski pour la Liquigas, un Français, Mathieu Sprick pour l'équipe Bouygues Télécom, et puis le jeune coureur autrichien Bernard Kohl, excellent grimpeur. Voilà, ces 5-là maintenant sont en train de faire le forcing pour essayer d'éviter le retour du peloton, mais le peloton se fait de plus en plus pressant ici dans la montée du col de Bourrigaille.
3 minutes 20, c'est le dernier écart. Et Bobby Julich, vous le disiez, a remporté Paris-Nice. C'était en 2005 pour le coureur américain qui avait devancé au classement général final, en tout cas en ce qui concerne les vainqueurs. En 2006, Floyd Landis, autre américain. Rappelons que le tenant du titre n'est pas sur les routes de Paris-Nice. Son équipe Astana n'a pas été invitée par les organisateurs. On sait que la polémique a enflé dans les semaines qui ont précédé, justement à cause de cela, autour de Paris-Nice entre l'UCI et ASO. Rappelons que le vainqueur et le tenant du titre est Alberto Contador, le vainqueur du Tour de France 2007. Anthony Charteau pour l'équipe de la Caisse d'Épargne emmène le peloton en compagnie de l'équipe de la Lampré. Je crois qu'il n'y a pas de doute, deux garçons sont intéressés par la victoire d'étape. Il y a là Luis Leon Sanchez, rappelons quand même qu'il avait remporté cette étape à Cannes l'an dernier au nez et à la barbe justement de Contador. Et puis bien sûr, Laurent Jalabert nous l'a dit, Damiano Cunego. Robert Gesing, le leader de ce Paris-Nice 2008, installé en jaune tranquillement dans la roue de ses coéquipiers, notamment de Cos Morenot, le champion des Pays-Bas. Un peloton qui n'a pas envie de laisser se développer cette échappée, puisqu'on a vu beaucoup d'autres équipes que l'équipe Rabobank détentrice du maillot de leader venir en tête de ce peloton pour augmenter l'allure, ou tout au moins commencer à faire diminuer l'écart entre les échappés et le peloton, écart qui était de 5,50, Laurent nous l'a dit, et qui est maintenant de 3,21. C'est quand même 2 minutes 30 de reprise en quelques kilomètres. C'est dire si la poursuite, la chasse du peloton, parce que maintenant c'est vraiment une chasse, si cette chasse est efficace. Sur la tête de la course, si c'est Kuchinski de l'équipe Liquigas. Juste devant lui, Mathieu Sprick, qui a fait un beau début de saison. Oui, parce que c'est un garçon qui aime la chaleur, ça c'est une chose, et qui a remporté une étape. Alors après, on lui accorde la valeur que l'on veut, mais gagner, c'est important. Il a gagné une étape au Tour du Langkawi et il a terminé deuxième du classement général de ce Tour de Langkawi. Deux coureurs de la CSC, Chris Sorensen, le plus jeune, Bobby Julich, le plus expérimenté, l'américain, très brillant au mois de mars. Et donc le grimpeur autrichien, coéquipier de David Erebilin, le deuxième du classement général, l'Autrichien Bernhard Kohl. Rappel en ce qui concerne les maillots distinctifs de ce Paris-Nice, ce sont les mêmes que sur le Tour de France. Le maillot jaune, donc on l'a vu tout à l'heure, porté par le jeune néerlandais, il a tout juste 21 ans, il aura 22 ans au mois de mai prochain. C'est Robert Gesing, c'est la révélation, en tout cas c'est la confirmation du talent attendu aux Pays-Bas. Avec un maillot vert, le maillot du classement par points. C'est le Crédit Agricole avec Tour Hushovd, le vainqueur du prologue, le rapide norvégien qui en est le porteur. La grande satisfaction de ce Paris-Nice, bien sûr, c'est ce maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur porté par Clément Lotellerie, jeune coureur originaire des Ardennes. Il est né à Charleville-Mézières où nous serons dans 15 jours pour le Critérium international. Coureur qui porte le maillot blanc, bleu, blanc, rouge, on va dire ainsi, mais d'une façon très linéaire. Skill Shimano, équipe néerlandaise, et qui a très bien couru aujourd'hui, puisque Clément Lotellerie a pris 7 points dès le kilomètre 73, le col des Lecs. Il a repris 7 points au col de Luance au kilomètre 90-500, et il a pris 4 points dans la côte de Mousteret, kilomètre 96. Autrement dit, on voit mal qui pourrait maintenant lui piquer ce maillot de meilleur grimpeur. Lui qui rêve un jour de porter la même tunique sur le Tour de France. Ce sera une autre histoire, et évidemment, par voie de conséquence, le leader du classement général est aussi le meilleur jeune. C'est Robert Gesing qui porte le maillot blanc, même si aujourd'hui, on ne peut pas porter deux maillots. C'est donc Luis Leon Sanchez, le coureur de la Caisse d'Épargne, intéressé par une victoire d'étape, parce que quand on a gagné une fois, Bernard, on a toujours envie de gagner une deuxième fois sur la même course au même endroit. Et ça, c'est sûr, oui. Pour l'instant, un peloton qui ne relâche pas son étreinte par rapport aux échappés. Peloton où on voit beaucoup les coureurs de la Caisse d'Épargne. Ouais, les vaches, regarde à principe passer les trains là, et elle va passer un bon wagon, un bon train, emmené par les échappés, ces échappés emmenés par Kohl,
1 kilomètre du sommet, Bernard. Cole, 1 kilomètre du Bernard. Oui, voilà. Bernard. Vous encouragez Voilà. Bernard, hein, bien sûr. Bernard Cole et à mes côtés Bernard. Ce col de Bourgail qui a été escaladé parfois directement de Seillan. À mon avis, hein, c'est un peu plus dur de Seillan. Ici, c'est une route un peu plus large, mais attention, ouais, on va regarder. Hein, on va peut-être demander à Laurent pour son impression, parce qu'on n'a pas l'impression. Il semble qu'on s'entend pas très bien dans cette échappée. Ou alors, En fait, il y a des coureurs qui sont pas très à l'aise. Hein. en fait, vous faites où? Vous lancez Laurent Jalabert ou Non, avec votre permission. Vous faites tout. Avec votre permission. Ce Bernard Thérèse, c'est un bonheur. Laurent, est-ce que c'est dur? C'est dur, bien sûr, et avoir la grimace et surtout l'attitude d'Alexander Koscinski. Hein, c'est celui qui est certainement le moins à l'aise dans cette échappée. On imagine que la course devient difficile ici. Hein. Ces hommes sont échappés depuis de longs kilomètres maintenant. Plus de 120 km d'échappée en ce qui les concerne. Et ils sont obligés d'accélérer le rythme encore sur des pentes qui sont certes moins difficiles de ce côté. Hein. C'est vrai que le col de Bourgail, lorsqu'on le prend depuis Seillan, est beaucoup plus compliqué. Hein. La route est plus étroite et le revêtement est moins bon. Nous avons ici un revêtement parfaitement bien asphalté, ça rend bien, et quand on n'est pas en super forme, quand on est un petit peu mal aux jambes, eh bien c'est plus difficile parce que le rythme est plus soutenu. Et tout à l'heure, Bernard Cole a accéléré, s'est écarté pour demander le relais. Et là, bien sûr, Koscinski a tourné la tête de l'autre côté, lui qui n'en demandait pas tant, hein, que le rythme ralentisse un petit peu pour pouvoir prendre son souffle. Il n'a pas pris de relais, bien sûr, et c'est toujours les deux coureurs de l'équipe CSC, Sorensen et Jülich, qui font le forcing, un écart qui se stabilise pour l'instant avec l'avant-garde du peloton à 3 minutes et 30 secondes. Rappelons qu'au classement par équipe, c'est toujours l'équipe Quick Step qui est en tête, avec notamment 3 victoires cette semaine. Rappelons les 2 victoires de Gerd Stegmans qui était dans le groupe tout à l'heure. En tout cas, il était dans cette échappée. Il a été irrémédiablement lâché. Gerd Stegmans, qui est un vrai sprinter, un homme en forme, et qui a remporté les 2 premières étapes lundi et mardi. Rappelons qu'hier, Carlos Barredo, dont on parlait tout à l'heure, a lui remporté une 3e victoire d'étape pour la Quick Step de Patrick Lefebvre. Et il n'y a pas eu de vrai sprint pour disputer le classement du meilleur grimpeur du col de Bourgail. À 51 km de l'arrivée. Ouais, tous ces garçons-là ne sont pas placés au classement de la montagne. Donc c'est Sorensen devant son coéquipier Jülich et Mathieu Sprink. On va se lancer maintenant dans une descente qui n'est pas trop technique. Alors que maintenant on voit le peloton dans cette montée du col de Bourgail. Peloton toujours emmené par les coureurs de la caisse d'épargne, par Mathieu Perger, me semble-t-il. Mais c'est un peloton très compact. Hein. On est très serrés les uns près des autres. Ça occupe toute la largeur de la route. Donc ça veut dire que ça monte rapidement, mais quelle belle image. Pas vraiment un train d'enfer. Hein. Quelle belle image. Ah ben, c'est une très belle région ici. Hein. Belle région, et puis c'est quand même magnifique, un peloton comme cela qui a perdu énormément de coureurs. Les 2 premières étapes ont été très difficiles, dans la pluie, dans le vent, beaucoup de chutes et beaucoup de bobos. Les abandons de Rémi Di Gregorio, par exemple, le coureur de la Française des Jeux, qui est marseillais, qui avait envie de retrouver le bon rythme, notamment sur ce Paris-Nice, celui qui a été victime d'une fracture du coude lors du dernier Tour de France. Mais rien n'a été facile pour l'ensemble des coureurs. Et en ce moment, c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, et que ce Paris-Nice 2008 a laissé, comme l'on dit, des traces. Ils étaient 160 au départ. Ce matin, il n'était plus que 132, et c'est Christophe Dalen qui ferme la marche de ce peloton. En ce qui concerne le classement général, bien sûr. Oui, peloton qui s'est bien regroupé, qui apparemment chasse un peu moins fort, puisque tout à l'heure l'écart était de 3,28, il est maintenant de 3,43. Donc un peloton qui semble un peu relâcher son emprise. Et au col de Bourgail, kilomètre 154, c'est sans sprint, c'est simplement au coup de pédale. Chris Sorensen, le Danois, qui est passé en tête devant son coéquipier de la CSC, l'Américain Bobby Jülich. Mathieu Sprink a pris la 3e place. Alexander Kuczynski, le Bélarus du Liquigas, la 4e place. Et Bernard Cole fermait la marche. Le coureur autrichien de la Gerolsteiner, 2e d'un classement général où on peut considérer, sauf bien sûr coup de Trafalgar, tout est possible désormais en cyclisme, et c'est tant mieux. On peut considérer aujourd'hui, à l'instant même, qu'ils ne sont plus que 4 candidats à la victoire finale, même si on sait que ce sera difficile d'aller chercher Robert Gesing. Davide Rebellin, le coureur de la Gerolsteiner, l'italien, est 2e comme l'an dernier à 32 secondes. Rinaldo
Nocentini, autre coureur italien qui porte les couleurs d'AG2R la mondiale. C'est le leader de l'équipe de Vincent Lavenu, n'est qu'à 35 secondes. Et puis Jaroslav Popovic, le coureur de l'équipe Silence Lotto, qui a pris le relais de Cadel Evans, qui était le grand favori de ce Paris-Nice 2008. Malheureusement pour lui, victime d'une chute au mauvais moment, en tout cas qui a été battu non pas sur sa valeur intrinsèque, puisqu'il a gagné au Mont-Serein, juste au pied du Ventoux. Eh bien l'Australien, deuxième du Tour de France 2007, a été battu sur incident de parcours entre guillemets, et donc il a laissé le rôle de leader dans cette équipe belge Silence Lotto à l'Ukrainien Jaroslav Popovic, quatrième du classement général à 42 secondes. Juan Manuel Garaté est à 1,06, Barredo à 1,42. En ce qui concerne le premier français, alors il dit lui-même que c'est anecdotique, l'important c'est son maillot de meilleur grimpeur, mais c'est tout de même Clément Lotellerie, 10e à 3,25, devant Sylvain Chavanel, 11e à 3,27. Peut-être que Sylvain a des envies, lui qui a été porteur une journée, c'était jeudi, du maillot jaune. Christophe Moreau, le champion de France, est 15e à 5,59 du leader. Et pour être complet, Jérôme Pinault, le coureur des Bouygues Télécom, est 20e à 9,54. Descente, Laurent Jalabert, qui est assez, on va dire, conforme, pas trop de soucis. Le tout, c'est de s'appliquer. Oui, c'est une descente pas très franche en fait. Il y a une première partie légèrement sinueuse avec de belles courbes qui s'enfilent bien. Ensuite on remonte un petit peu, c'est à cet endroit que se trouvent les coureurs pour l'instant, hein. Ça remonte un petit kilomètre à peine. Et ils vont replonger dans la dernière partie de la descente, toujours sur une route impeccable, hein. Pas un gravillon en vue, donc ça roule bien. L'ambiance est fraîche, hein. Il fait un petit peu frais, c'est vrai, sur ces routes aujourd'hui. Mais je pense que ça doit bien chauffer à l'intérieur quand même, hein. En ce qui concerne les hommes de tête. En tout cas, ils ont redoublé d'énergie dans la montée du col de Bourigaille. Ils ont insisté et ils essaient de résister au retour du peloton, ce qui a pour effet d'augmenter un petit peu à nouveau leur avance. 3 minutes 43 tout à l'heure. Bon, je pense que dans le peloton on essaie de jouer groupé également pour essayer, une fois le sommet passé, de remettre en route la machine pour essayer de réduire cet écart définitivement et lancer les bonnes offensives dans le col du Tanneron. Ce sera compliqué, hein, pour les 5 de tête. Ce sont des garçons de valeur, c'est vrai, qui ne sont pour certains peut-être pas encore à leur meilleur niveau, hein. C'est le cas de Bobby Julich sûrement, qui n'est pas aussi impressionnant que lorsqu'il avait remporté Paris-Nice, mais qui est malgré tout, qui reste un coureur d'une grande valeur. Donc ces 5-là ont les moyens d'aller au bout, mais ça va être... allez, je vais dire dans les 20 km qui arrivent, ce sera décisif. S'ils abordent les pentes du Tanneron avec un écart supérieur à 3 minutes, je pense qu'ils ont toutes les chances de pouvoir jouer la victoire d'étape. Tout va se décider dans cette descente et dans le petit bout de vallée qu'il reste. Il est très court, hein, ce bout de vallée, 7 ou 8 km à peine jusqu'au pied du col du Tanneron. Ouais, du col de Bourigaille au pied du Tanneron, il y a environ une vingtaine de kilomètres. Et comme le disait Laurent, oui, ça va se décider sur ces 20 km qui sont pas un peu vallonnés, on va dire, hein. Il y a quelques montées, quelques descentes. Mais c'est une descente, oui, qui n'est pas très compliquée, pas très technique. Et en principe, un peloton, s'il le veut vraiment, devrait pouvoir dévaler un tout petit peu plus vite que les 5 hommes de tête. Étape longue, 206 km, difficile. 7 côtes ou cols aujourd'hui. On est parti des Alpes de Haute-Provence avec Sisteron et on a joué à cache-cache avec les départements. Le Var, retour dans les Alpes de Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes. Nous sommes en ce moment, et le peloton, tout comme les échappés ou Laurent Jalabert, sont dans le département du Var, et nous terminerons tout à l'heure dans les Alpes-Maritimes avec l'arrivée à Cannes. Ce sera la 14e fois que Paris-Nice arrive à Cannes, et Anthony Charteau notamment a été embauché pour ce rôle de coéquipier par les directeurs sportifs, notamment Eusebio Onzoué, pour diriger la caisse d'épargne. Oscar Pereiro était le leader sur ce Paris-Nice. Malheureusement, dès le deuxième jour, il a dû se retirer, et victime d'une vilaine bronchite. Le froid ne l'a pas aidé, et donc le nouveau leader, c'est ce jeune Espagnol, Luis León Sanchez, vainqueur, rappelons-le, l'an passé sur Paris-Nice. À Cannes, il y avait 2 coureurs de la caisse d'épargne dans le final avec Alberto Contador, et ma foi, les maillots rouges et noirs s'en étaient très bien sortis. Mathieu Perget, Anthony Charteau et Nicolas Portal, les coureurs français de cette équipe caisse d'épargne, font un gros boulot devant et étirent le peloton où Robert Gesing est en bonne position. Peloton
fatigués. Hier, 3 coureurs ne sont pas partis. Leonardo Bertagnoli, William Bonnet, David Millar et 14 ont abandonné, dont Bradley Magui, dont Rémi Di Gregorio, dont Samuel Dumoulin, dont Steph Clément, qui était dans la bonne échappée finale à 16, mais dans un groupe de 18 au départ. Freddy Bichot aussi, le Lavallois, fatigué. Andrei Grivko, le coureur ukrainien d'Amilram. Étape difficile, début de Paris-Nice difficile, le vent, la pluie, les chutes, ça ne pardonne pas. Il y en a un qui a peut-être une petite idée aujourd'hui, c'est Sylvain Chavanel. Et là on est bien, Bernard, à l'arrière du peloton, parce que le Dossard 127... J'ai charrié un petit peu hier David Moncoutier, parce qu'on le voit, c'est vrai qu'on le voit souvent à l'arrière. C'est vrai que David, c'est l'un ou l'autre, hein. Soit on le voit échapper, soit on le voit dans les dernières positions du peloton. Alors là, eh bien, comme on le voit là, donc on sait qu'on est à l'arrière du peloton, mais on sait aussi que Moncoutier attend d'autres objectifs et on espère bien évidemment qu'il nous gagnera une étape dans le Tour de France, hein, comme il sait si bien le faire. On vous rassure, on adore David Moncoutier, l'ancien Toulousain désormais installé du côté de Lyon. On est très heureux parce que c'est vrai qu'on a eu un moment peur qu'il ne finisse par arrêter tout simplement le cyclisme après sa terrible chute en juin dernier. Et c'est vrai qu'on ne s'en moque pas. C'est sa façon de courir, mais pour nous c'est parfois un très bon repère. Peloton dans une descente. Et en plus pour Moncoutier, on sait que c'est vraiment un garçon sain. Donc c'est vraiment l'avenir du cyclisme. C'est peut-être un peu fort parce que ça fait un moment qu'il est professionnel, donc c'est plus vraiment l'avenir, mais on peut dire que c'est peut-être pas l'avenir, mais c'est au moins un exemple, David Moncoutier. Et on a vu le travail réalisé par Alberto Lozada, le coureur espagnol de la Caisse d'Épargne, en tête du peloton dans une descente délicate pour tenter de revenir sur ces 5-là, Kohl, Kuczynski, Jolic, Sorensen et Sprick. 5 garçons qui pour l'instant, Laurent Jalabert, font la descente du mieux possible. On ne peut pas dire qu'il y ait pour l'instant des... Attention, il y a une crevaison, excusez-moi Laurent, crevaison du leader de Paris-Nice. C'est légitime de ne pas aller vous voir tout de suite. Robert Gesing, victime d'une crevaison qui a rapidement sur le bord de la route, à droite de la route, changé la roue. Dépanné par un coéquipier, on va dire que c'est un fait anecdotique, Bernard. Oui, c'est anecdotique, mais ça c'est rare que le leader soit dépanné surtout d'une roue arrière par un coéquipier, parce qu'un mécanicien fait le travail beaucoup plus rapidement. Mais si Gesing a eu une crevaison rapide, c'est-à-dire qu'il a été obligé de s'arrêter, il n'a pas pu continuer, parce que quand on crève, quand le boyau est dégonflé, c'est difficile de maintenir, surtout dans une descente, c'est difficile de maintenir l'équilibre. Et donc Gesing a dû s'arrêter. Sinon, si on est sur une portion plate où on peut essayer de continuer, c'est évidemment beaucoup mieux d'attendre le mécanicien et que ce soit lui qui change la roue. C'est beaucoup plus sûr. Pour l'instant, Gesing apparaît au plus pressé parce qu'il était devant. Donc le temps qu'il attende sa voiture, qui est tout à fait dans les dernières positions du peloton, ça lui a permis de gagner un tout petit peu de temps, ce changement de roue, par rapport à un coéquipier. Et soit dit en passant, le coéquipier il est bon, parce que changer de roue assez vite, un coureur, et attendu, on n'est quand même pas un mécanicien, c'est quand même différent. Attendu par 2 coéquipiers, dont Marc Demar. Très bon travail là de l'équipe du leader, la Rabobank, dirigée par Eric Decker, qui a de l'expérience, ancien très grand coureur que Laurent Jalabert a connu, et toujours la Caisse d'Épargne au grand complet pour ramener le peloton. L'écart 3 minutes 30, c'est vrai qu'on ne peut pas faire beaucoup d'écart, on ne peut pas beaucoup revenir dans cette descente, Laurent Jalabert. Non, c'est une descente où il faut beaucoup pédaler, elle n'est pas très technique finalement, peut-être davantage maintenant que nous sommes sur la partie basse, la partie finale. Et pour les 5 hommes de tête, c'est une descente où ils auront dû à nouveau dépenser pas mal d'énergie. Pas question pour eux de récupérer, de garder des forces pour le final. Là, ils sont partis dans une course poursuite à résister au retour du peloton. Et il faut absolument s'entendre, c'est ce qu'ils font pour l'instant à merveille. On a vu tout à l'heure dans l'ascension, Alexander Kuczynski, le coureur de la Liquigas, éprouvait quelques difficultés, refusait un relais. Mais une fois le sommet passé et la descente engagée,
comme les autres. Il a pris ses relais, il fait sa part de boulot. Je crois que ces 5-là ont compris que ce serait un petit peu compliqué d'aller au bout et qu'il faut absolument s'entendre pour avoir une petite chance d'y arriver. S'ils y parviennent, eh bien, ils s'expliqueront sur les pentes du col du Tanneron et puis dans la descente qui là par contre sera très technique. Et vous la connaissez bien, vous l'avez testé sur un vélo, bien sûr, et sur la moto aussi. On ne peut pas dire que vous soyez arrivé en bas, Laurent, mais bon, on ne va pas vous rappeler de mauvais souvenirs, puis ça fait partie de notre métier. Mais bon, c'était une petite chute anecdotique et heureusement sans gravité pour notre maître S Moto. Et au Dauphiné, on retrouvera bien sûr sur la moto numéro 2 Laurent Belay qui aujourd'hui se consacre à une journée rugby complète sur France Télévisions. N'oubliez pas, 18h France 2, la finale du tournoi destination entre le Pays de Galles et la France. Il y a des matchs comme ça dans une carrière, dans une vie, dans une année qu'il ne faut pas manquer. Je pense que celui-là est de ceux qu'il ne faut pas manquer. Et voici le retour dans la roue notamment de son coéquipier, de son jeune coéquipier. Ils ont quasiment essuyé les selles de leur jeunesse avec la Rabobank Espoir. C'est Marc Demar, alors que celui-là était dans l'échappée, la bonne échappée du jour. C'est Gert Stegmans, le Belge, le coureur, le sprinter belge de la Quick Step, double vainqueur sur ce Paris-Nice, avalé par l'équipe Sébastien Minard, me semble-t-il, pour l'équipe Cofidis. Et il y a Luis León Sanchez qui est venu discuter un petit peu avec Sébastien Minard, parce que là il y a une tactique à adopter et la caisse d'épargne a décidé d'être maître du jeu. Mais sauf que là, a priori, Bernard, il y a quand même un ralentissement. Il y a d'abord, on a demandé tout simplement à Sébastien Minard de retourner à sa place entre guillemets, et toute la caisse d'épargne est venue se mettre devant. Il y a grande discussion. Ça veut dire quoi? Bah, je ne comprends pas bien, parce que l'équipe caisse d'épargne a roulé jusqu'à maintenant, puis d'un seul coup elle s'arrête là lorsque le peloton est venu un peu moins de 3 minutes. Luis Sanchez, peut-être bien que Luis León Sanchez est venu dire que le leader avait crevé, que les leaders avaient eu un problème et qu'on ne doit pas rouler tant qu'il n'est pas vraiment revenu dans le peloton. Bien vu, Bernard. En réalité, bon, il est revenu dans le peloton, hein, mais il n'est pas encore en tête à regarder le peloton. C'est qu'il faut un moment pour doubler ce peloton comme ça. Surtout dans une descente, parce que ça va très vite et on gagne une place, 2 places, 3 places comme ça de temps en temps. Mais ce n'est pas facile. Et je pense que très sportivement, j'espère que c'est ça, mais je pense que très sportivement, Luis León Sanchez est revenu en tête, dire attendez les gars, vous savez pas, il y a eu une crevaison de la part. C'est tout à fait ça, parce que le maillot jaune du leader, et puis oui, maintenant qu'il est revenu, voilà, et bien ça y est, ça va repartir. Tout à fait, très bonne analyse. Bon, enfin bon, pas une surprise de Bernard Thévenet, alors que la tête de course est à Calian, à 41 km de l'arrivée. Il suffit de demander. Merci monsieur Jean-Maurice Hogg. Très beau village provençal. Quel beau Paris-Nice. Autant en paysage que sur la route. Franchement, c'est un bonheur. Est-ce que vous prenez du plaisir, Laurent Jalabert? Est-ce que vous avez enfin le temps? Parce que quand on est coureur, il paraît, j'en sais rien, je n'ai jamais été coureur, donc je ne peux pas vous le dire. Il paraît que vous n'avez pas le temps de regarder le paysage. Est-ce que sur la moto de France Télévisions et de France 4 aujourd'hui, vous avez le temps quand même de regarder un petit peu ces paysages magnifiques? Évidemment, on a le temps de regarder non seulement le paysage, mais les coureurs. On est là pour ça en priorité, et c'est vrai que ça faisait assez longtemps que je n'avais pas eu le plaisir de les suivre et de les voir, et c'est toujours très impressionnant. Même en ayant fait une longue carrière, on est toujours très impressionné par la rapidité dans les descentes, par la façon dont ça monte toujours très vite. Donc c'est les yeux grands ouverts bien sûr que je suis l'évolution des 5 échappés, et de temps en temps, je l'avoue, je regarde un petit peu le paysage, parce que ce sont aussi des routes sur lesquelles j'ai d'excellents souvenirs, et ça fait toujours plaisir de retrouver cette région. Allez, une échappée qui s'entend très bien. Rappelons que Laurent Jalabert, quand il dit excellent souvenir, rappelons qu'il a gagné 3 fois de suite Paris-Nice, 1995, 1995 c'est la grande année Laurent Jalabert, 1996, 1997. Je ne rappellerai pas vos grandes années, Bernard, à vous. Ah non, mais Paris-Nice, c'était pas mon truc. Non, c'était pas votre truc. Et aussi a gagné une étape une fois, mais... Et Florent Ouzeau, qui est ma conscience, vous savez, que vous ne voyez jamais, mais que moi j'entends, me fait remarquer à juste titre que la dernière victoire française, ça commence à faire, 21 ans, c'est
Donc Laurent Jalabert en 1997. J'ai peur que ce ne soit pas pour cette année un coureur français. Ça fait pas 21 ans, Thierry. Non. Qu'est-ce que j'ai dit, 31 ans? 21 ans. Il est pas si vieux que ça, Laurent. Non, non, ça fera 11 ans, hein, Laurent. Ça suffit, 11 ans. Hein. Je l'ai vieilli un petit peu. Moi, non, mais je reste jeune. Hein. Ne vous affolez pas, tout va bien. Ah bah, c'était pas hier, c'était avant-hier. Exactement. Maintenant, si un Français ne gagne pas Paris-Nice, rien ne dit que Robert Gesing, le Néerlandais, soit en mesure, en tout cas pour l'instant il est leader, mais pour l'instant il n'a pas encore gagné Paris-Nice. 32 secondes d'avance sur Davide Rebellin, c'est à la fois beaucoup et peut-être pas tant que ça. En tout cas, est-ce que Rebellin lui peut et rêve encore de gagner Paris-Nice, lui qui a terminé deuxième l'an dernier? La réponse tout de suite, c'était ce matin au départ. Assisteront et au micro de David Mallarme. Oui, c'est une belle étape très dure. Peut-être va chercher quelque chose parce qu'il y a encore 2 jours qui sont 2 jours difficiles. Donc on va chercher. Aujourd'hui, pour vous, la tactique, c'est essayer d'attendre le tanneron, essayer d'attaquer sur le tanneron? Non, on va voir ce qui succède dans la course. C'est difficile de dire maintenant. Je pense que c'est le tanneron le dernier col plus difficile. Mais on ne sait pas, peut-être qu'il va faire quelque chose avant parce qu'il ne faut pas attendre seulement le final. Et retour sur le groupe de tête composé de 5 coureurs, dont un coureur français. Vous le voyez en gros plan, le coureur de l'équipe Bouygues Télécom. Pas surprise, l'équipe dirigée par Didier Rousse aujourd'hui. Hier, on a fait grise mine, alors que l'on arrive au deuxième sprint bonification. Le premier, c'était après 87 km à la garde. Et Clément Letellery avait fait le ménage devant déjà Chris Sorensen et Bernard Cole. Autrement dit, hein, si Clément Letellery n'avait pas eu un maillot distinctif sur le dos, peut-être qu'il aurait pu faire, pourquoi pas, l'étape du jour. Mais c'était trop difficile pour Robert Gesing et c'était trop dangereux pour le classement général. Donc on peut comprendre qu'à un moment, une fois terminé le ramassage entre guillemets des points pour son maillot blanc à pois rouge, on peut comprendre qu'il ait levé un tout petit peu le pied. Je vais juste aller voir Laurent le temps du sprint bonification. On est Laurent sans bagarre, hein, parce qu'on passe juste dessous le sprint et personne n'a sprinté en fait. Hein. Non, c'est au passage du relais. Bobby Julich est passé en tête devant Mathieu Sprick et Sorensen. Voilà les 5 coureurs qui continuent de se relayer. La mauvaise nouvelle pour eux, c'est qu'au bas de la descente, lorsqu'ils ont tourné à gauche, ils ont trouvé le vent de face. Heureusement, cette portion n'est pas très longue, elle va durer quand même 4-5 km. C'est en faux plat montant et vent de face, ça leur est quand même pas mal défavorable. Le peloton, s'il s'organise après le retour, en bonne position du leader Gesing, s'il reprend la marche en avant qu'il avait tout à l'heure, eh bien, je pense que le peloton a vraiment les moyens de réduire cet écart en dessous des 3 minutes. C'est à mon avis primordial pour tous ceux qui espèrent encore remporter cette étape et qui se trouvent à l'arrière. Vous avez parlé de Sylvain Chavanel, c'est peut-être le moment de faire rouler les équipiers. Oui, Laurent, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes 3 minutes devant le peloton, mais on l'a sur l'image de l'hélicoptère et bizarrement, sur l'accélération de l'ensemble de l'équipe de la caisse d'épargne de Luis Leon Sanchez, eh bien le peloton s'est coupé en deux. Ah ouais, ça c'est un peu bizarre parce qu'on voit que par exemple un coureur comme Christophe Moreau se retrouve piégé. Cos Moreno à l'arrière de ce peloton. Un des coéquipiers du leader qui est Robert Gesing, qui est bien lui en 7 ou 8e position. Non, mais lui est revenu, hein. Suite à sa crevaison, il est revenu tout de suite devant. Voilà le deuxième peloton quand même, là, Bernard. On se trouve avec un petit groupe, on va dire, de 25-30 coureurs qui ont été lâchés sur l'accélération des caisses d'épargne. 25 coureurs, alors on espère que ce n'est pas la suite d'une chute. Mais il faut dire qu'il y a un travail devant le peloton impressionnant. Hein. Ça va être facile pour eux de revenir, hein, parce que ça roule vraiment très très vite en tête de ce peloton. Hein. Voilà, rappel du deuxième sprint bonification du jour à Montauroux, kilomètre 171, donc effectivement 35 km de l'arrivée. Et c'est Bobby Julich. Bobby Julich, comme on veut, il n'y a pas, il nous le dit, il n'y a pas une prononciation, lui dit Julich. Donc on dira de cette façon, le coureur américain devant Mathieu Sprick et Chris Sorensen. Jens Voigt qui aurait été
Ah bah piégé, parce que de toute façon s'il roule là en tête d'un peloton, c'est forcément Bernard du deuxième et pas du tout du premier peloton, sinon ça voudrait dire qu'il court sur ses deux coéquipiers, ça n'est pas possible. Il y a Alexandre Botcharov qui a été surpris, il y a Lloyd, il y a Kess Morenout, c'est quand même le capitaine de route de cette équipe Rabobank, donc c'est un petit peu embêtant pour le maillot jaune. Voilà, voilà Jens Voigt qui vient de ramener en excellent rouleur qu'il est, animateur de ce Paris-Nice. Il passe juste à Montauroux sous la banderole du sprint bonification. Ils sont donc au kilomètre. Le peloton est au kilomètre 171. C'est pas encore tout à fait rentré pour tout le monde. Mais Jens Voigt, le coureur allemand, a ramené une partie d'un peloton en train de se regrouper et écart maintenu aux alentours de 3 minutes. Est-ce que Laurent, vous pensez 33 km, 3 minutes? C'est la règle docteur des 3. Est-ce que vous pensez que ça va suffire? C'est un peu juste. À mon avis, je crois que ce sera un peu compliqué pour les hommes de tête. On a bien sûr regardé au passage du rond-point ici leur visage. Ils sont éprouvés. Sorensen est à l'énergie. Mathieu Sprick faisait la grimace aussi. Ils sont éprouvés. Ils sont déjà au maximum, j'ai l'impression. Et ils n'ont pas beaucoup de capacité encore à accélérer le rythme. En revanche, derrière, le peloton se fait de plus en plus pressant, l'écart a diminué, il est de 3 minutes maintenant, on va aborder le Tanneron, ça risque d'attaquer à l'arrière, si ça attaque derrière, et ce sera forcément le cas, tous ceux qui ont fait rouler leurs équipes, bien sûr, vont maintenant attaquer, et bien il sera alors difficile de résister, quand on a beaucoup donné, on essaie simplement de résister, vous voyez, 2,45, l'écart se réduit encore, ça va être trop compliqué, je pense, pour les hommes de tête, même s'ils ne s'avouent pas vaincus pour l'instant, ce sera bien difficile pour eux d'aller au bout et de pouvoir espérer remporter cette étape. D'autant que la Lamprey a mis notamment Paolo Tiralongo, son coureur italien, pour prendre le relais. Dire que Damiano Cunego est intéressé par l'ascension du Tanneron et la descente ensuite par une victoire d'étape, c'est une certitude. Et puis on a vu Anthony Charteau, le coéquipier de Luis Leon Sanchez, porteur du maillot blanc sur ce Paris-Nice. Porteur du maillot blanc parce que Robert Gesing a déjà le maillot jaune et qu'il n'en porte pas deux. Eh bien on a vu Anthony Charteau faire son rôle de coéquipier, il le fait merveilleusement bien. Et effectivement, l'écart est tout de suite tombé sur l'accélération du groupe Caisse d'Épargne à 2 minutes 40, histoire de confirmer ce que nous disait Laurent Jalabert et ce que va nous dire Bernard Thévenet. Ah ouais, de 40 à 30 km de l'arrivée, ça ne sera pas 32-300 suffisant, d'autant que je suis tout à fait d'accord avec Laurent, hein, il va y avoir des attaques, ou alors on n'y comprend plus rien. Il y aura des attaques dans le Tanneron et ça va encore faire réduire l'écart. Et puis n'oublions pas, hein, du Tanneron jusqu'à l'arrivée, il y a une vingtaine de kilomètres. Il y a exactement 20 km d'ailleurs. Et un peloton ou des tentatives d'échapper de sortie du peloton, les coureurs vont rouler beaucoup plus vite que les hommes de tête. Alors ça descend, hein, une fois qu'on est en haut, c'est-à-dire qu'une fois que l'on passe la ligne qui matérialise le haut du col du Tanneron, il reste exactement 20 km, 8 de descente. C'est intéressant pour un Cunego qui descend très bien, pour un Rebellin qui descend pas mal. Très technique la descente. On en reparlera avec Laurent Jalabert, il la connaît très très bien. Mais après, c'est du plat avec notamment vent de face, vent de mer. Et ensuite, eh bien, quand on arrive sur la croisette, quand on arrive sur Cannes, il faut virer à gauche en plein effort. L'ancien coureur du Crédit Agricole, il a été embauché pour ça, parce que c'est vraiment son point fort et c'est un des meilleurs coureurs du monde à faire ce rôle de coéquipier. Il sait parfaitement emmener un peloton. C'est le coureur français Anthony Charteau. Et je peux vous dire, c'est vrai, comme ça ne paye pas de mine, alors que Robert Gesing se méfie, ramené par ses coéquipiers, notamment par son pote Marc Denmar. Il faudra se rappeler que ces deux-là font habituellement chambre ensemble. Il y a Lorenz Dentam et Marc Denmar qui entourent Robert Gesing, le leader de ce Paris-Nice, qui se méfie parce qu'il y a un vrai bon travail mené par l'équipe du groupe Caisse d'Épargne. Et c'est vrai que c'est des coureurs dont on ne parle pas souvent parce qu'ils ne gagnent pas souvent. Mais le rôle de coéquipier, Bernard, comme ça, pour ramener un peloton, pour réduire l'écart, pour faire le travail pour ses leaders, pour préparer l'attaque de ses leaders, ça ne se maîtrise pas vraiment, mais c'est vraiment quelque chose de tellement important. C'est un rôle, c'est vrai, super important. D'ailleurs, on l'a dit il y a 3-4 jours, hein, ce Paris-Nice, enfin, c'était après l'arrivée au sommet du Mont Ventoux. Ce Paris-Nice se gagnera plus sur la valeur d'une équipe que sur la valeur individuelle d'un leader.
parce qu'on a vraiment besoin d'une équipe, on a vraiment besoin d'avoir des garçons autour de soi pour emmener, pour faciliter le travail. Et c'est sûr que des hommes comme Charteau, par exemple, sont très très importants dans une équipe parce qu'ils permettent, comme ici, de réduire l'écart par rapport aux hommes de tête. Et ce sont des coureurs, ils ne peuvent pas gagner souvent parce que quand on fait le travail comme ça, c'est impossible et de faire le travail et d'être présent à l'arrivée. Mais ce sont des garçons qui sont récompensés parce qu'ils sont recherchés dans une équipe. Il faut avoir pour aller comme ça au bout de ses forces, seulement pour la victoire éventuelle d'un coéquipier, il faut avoir un gros moral, il faut avoir une bonne dose de, comment on peut appeler ça, il faut avoir une bonne dose de camaraderie, d'amitié avec son leader. C'est ce qui fait aussi les grands leaders. Une grande dose de sacrifice. De sacrifice, oui. Il faut un bon leader. On dit toujours un grand leader a des grands équipiers. Pourquoi? Parce qu'un grand leader sait très bien rendre, sait très bien dire merci à ses coéquipiers. Il sait les remercier. Un bon équipier est recherché dans une équipe, donc il va être mieux payé qu'un coureur qui essaye de courir pour lui et qui gagne jamais. D'ailleurs, on a beaucoup d'exemples comme ça de coureurs qui essayent de jouer les individualités. Quand on est individuel dans un peloton de coureurs, on n'arrive pas à gagner, on ne fait pas le travail pour les autres, donc on fait 2 ans, puis après on s'en va parce qu'on n'a servi à rien. Alors que Bernard, des garçons comme Charteau, ils peuvent vraiment faire une carrière dans le cyclisme. On leur redonne leur chance de temps en temps dans certaines courses où ils ont la possibilité de s'exprimer. Et bien à ce moment-là, on leur donne le rôle de leader, on leur donne leur chance de gagner une course. Mais vous savez, il y a beaucoup de coureurs comme ça qui vont peut-être plus au fond d'eux-mêmes pour un autre que pour eux-mêmes. Et Bernard, je tiens à dire à nos téléspectateurs en direct sur France 4 que désormais vous devez vous asseoir et regarder votre téléviseur parce que j'ai bien regardé la tête du peloton qui commence à s'étirer sérieusement. Gros travail de la caisse d'épargne. Tous les favoris, en tout cas tous les grands noms de ce peloton sont là. Il va y avoir une vraie bagarre parce qu'on approche dans 7 km du début de l'ascension du Tanneron. Regardez Kess Morenoud qui vient protéger le leader de Paris-Nice, Robert Gesing. On a aperçu Cadel Evans, on a aperçu Davide Rebellin. Et puis vous avez vu des changements de physionomie. Tout le monde se met à rouler. À commencer par les coéquipiers de Rinaldo Nocentini. Il est 3e au général à 35 secondes. C'est jouable. Et vous avez vu comment Morenoud se méfie. Regardez le travail proposé par la Quick Step. Normal, ils ont le 5e et le 6e au général, une 06, une 42. C'est Stigman Steri qui est en tête là. C'est quand même extraordinaire. C'est un garçon qui a gagné 2 étapes et qui maintenant vient se mettre au service d'eux. C'est ça vraiment. Dans l'échappée. C'était dans l'échappée. C'est ça vraiment une équipe. C'est que tout le monde se met au service de celui qui est le mieux placé du moment dans l'équipe. Alors Laurent Jalabert, j'ai envie de vous proposer un petit arrêt. Je pense que ces 5 là, on les a beaucoup vus. La descente est difficile vers le Tanneron, quand même être méfiant. Je pense que quand vous aurez une possibilité un petit peu plus plate, Laurent, je crois que ce sera intéressant de mettre la flèche, de vous arrêter, d'attendre le peloton parce que j'ai le sentiment, alors c'est un sentiment hein, de journaliste, de téléspectateur parce que je regarde la télé comme vous et je me dis que là, dans le Tanneron, il va se passer des choses, ça va attaquer, mais on peut vivre avec vous la fin de cette descente emmenée notamment par Bernard Cole en tête du groupe de 5. Oui, nous avons eu une transmission de pensée, Thierry. Évidemment, les 5 de tête vont essayer de résister au retour du peloton, mais ce sera, on l'a dit tout à l'heure, très très compliqué en ce qui les concerne. La fatigue maintenant les a envahis, donc face aux assauts des leaders dans le peloton, ils auront bien du mal à résister. Donc nous avons également décidé d'attendre dès les premières pentes du col du Tanneron l'avant-garde du peloton où il devrait très logiquement se passer des choses. Il devrait y avoir des offensives et nous allons suivre ça de tout près. On vous tient informé, vous verrez, ça va bouger de toute façon. Et nous verrons bien si les 5 de devant sont vraiment des costauds. S'ils parviennent à résister, alors là vraiment chapeau parce qu'ils auront fait un sacré numéro. Vous voyez Thierry, hein, vous disiez que vous n'avez jamais couru, mais ça se passe comme ça dans une équipe. C'est-à-dire que tout le monde a le même objectif et finalement tout le monde pense un peu la même chose. Tout le monde travaille dans le même esprit. Donc au moment où vous pensez que ça serait bien d'attendre, Laurent, lui, il a déjà aussi pensé à ça. Il n'y a pas besoin. C'est la même chose dans une équipe. Hein. On a un objectif et tout le monde doit penser à cet objectif. Et finalement, il n'y a pas besoin de... il y a les oreillettes dans le peloton et toutes ces choses-là. Mais on a
pas toujours besoin de beaucoup se parler parce qu'on a une certaine expérience ensemble et on comprend facilement quelles sont les attitudes à adopter. Quand vous avez Laurent Jalabert, Laurent Fugnon, Bernard Pévenet comme consultant, vous avez quand même les meilleurs professeurs du monde. Sommet 6 km, vous l'avez vu, avec le groupe de 5 qui attaque donc l'ascension de la dernière difficulté du jour, le difficile col du Tanneron, aussi difficile de ce côté-là que de l'autre côté. Comprenez, pas facile à grimper, pas facile à descendre. Et seulement 2,05 d'avance pour l'échappée du jour. Les 5 de tête, on reconnaît Alexander Kuczynski avec son maillot significatif, un des beaux maillots de ce peloton. Il se voit bien. Le maillot de la Liquigas. Ah oui, c'est important de bien se voir. Mathieu Sprig pour les Bouygues Télécom. Devant Niki Sorensen et Bobby Julich avec le maillot désormais un petit peu plus blanc que par le passé. C'est la dernière année que vous verrez cette marque sur ce maillot-là. C'est le maillot de la CSC. Le sponsor va s'arrêter. Attaque, je crois, de Bobby Julich ou de Niki Sorensen. Laurent Jalabert s'est arrêté, donc il faut qu'on se débrouille tout seul. On ne peut pas être partout, Laurent. Bernard Kohl, c'est Sorensen qui est parti, le Danois. Niki Sorensen. Bernard Kohl fait l'effort. Il a bien compris, Sorensen, que la victoire d'étape passait tout simplement par une attaque. On ne peut pas terminer tous les 5 ensemble. Ça ne va pas assez vite et donc il a bénéficié Niki Sorensen du feu vert de son patron Chris Sorensen, pardon. Niki Sorensen, c'est un coureur, un autre coureur de l'équipe CSC. Et c'est Touruchoft en personne, très bon descendeur, qui a amené le peloton. Il travaille évidemment pour Pierre Roland, la révélation du Crédit Agricole, le coureur français, jeune coureur français qui est 13e au général. Il a travaillé pour Pierre Roland aujourd'hui, Touruchoft, vainqueur notamment du prologue. Philippe Gilbert est là, Pierre Roland est là. Vous êtes juste devant les hommes verts, devant le peloton où ça bouge, Laurent Jalabert. Oui, c'est les coureurs du Crédit Agricole qui emmènent au pied de l'ascension. Vous avez dit tout à l'heure, et c'était juste le maillot vert de Touruchoft qui a fait 100 mètres de la descente. Et là, il y a un regroupement général en tête. Le leader est bien placé, aux aguets, prêt à bondir. Damiano Cunego sur sa droite, Christophe Moreau est également devant. Voilà, tous les hommes forts, tous ceux qui ont l'ambition de bien figurer dans cette étape aujourd'hui, sont bien placés. Ils ont été parfaitement emmenés par leurs équipiers. Avec une offensive toujours d'un coureur du... C'est Fofonov, Laurent. C'est Fofonov, oui, absolument. Pris en charge par un coureur de l'équipe Cofidis. On est à peine au bout de 500 mètres d'ascension. Pour l'instant, c'est pas encore du sérieux. Christophe Moreau est parti lui aussi et Damiano Cunego derrière. Ça y est, c'est parti, les costauds sont à l'attaque. Et Gerd Stigmans, le sprinter, a décidé de mettre la flèche. Il a terminé son travail pour Garaté, pour Barredo. Il laisse donc le peloton s'en aller en compagnie, me semble-t-il. Il y en a des dégâts, Thierry. Je pense que c'était Johan Le Boulanger qui était là. Évidemment, tous les coureurs qui ont... C'est dur pour Mathieu Perget. Dimitri Fofonov, le coureur kazakh du Crédit Agricole. Christophe Moreau est là, bien là. Damiano Cunego dans sa roue. Attention, ça peut être intéressant. Ça peut devenir une contre-attaque intéressante. L'écart est de 1,45 sur le leader de la course, Chris Anker Sorensen, le Danois originaire d'Amel, recruté en mars dernier par Bjarne Riis au sein du team CSC. Et qui pour l'instant a à son actif une seule victoire, c'était au Grand Prix Ringerike au Danemark. Son meilleur résultat l'an dernier, c'est une 6e place au Tour d'Allemagne, ce qui est déjà une référence. Il n'arrive pas à creuser l'écart, Chris Sorensen par rapport à ses autres coéquipiers, alors que Fofonov, lui, il a l'air de se détacher par rapport au premier poursuivant, non pas tellement du peloton. Et il y a Luis Leon Sanchez en train de revenir, le coureur de la Caisse d'épargne. J'espère que derrière, c'est Sylvain Chavanel, à moins que ce ne soit Maxime Montfort. Ça bouge en tête de peloton, Davide Rebellin, qui se méfie bien sûr du contre proposé par Luis Leon Sanchez. Rebellin dans sa Runo Centini. Il y a Barredo qui est là, il y a Garaté qui est là. Robert Gesing, le leader avec son maillot jaune, n'a pas bougé dans sa roue. Christophe Moreau, il y a Verdugo, le coureur de l'équipe Euskatel Euskadi. Accélération de Luis Leon Sanchez, Laurent Jalabert en tête du peloton.
Luis Sanchez qui a fait le forcing mais qui se relève, qui voit que l'écart ne se creuse pas, le peloton monte très vite ici et tout le monde est au maximum, j'ai l'impression qu'on s'accroche de tous les côtés. Garaté maintenant est en train d'accélérer à son tour, mais tout le monde est aux aguets. Sylvain Chavanel dans la roue de Garaté, voilà, avec une vingtaine de mètres d'avance à peine. Rebellin, tous les costauds sont devant, toujours prêts à bondir. Et surtout ce qui bouge pour l'instant, il n'y a pas vraiment de décision qui s'opère entre les hommes de tête, entre les favoris. La tête de course où Chris Anke Sørensen a été dépassé, rattrapé, avalé par désormais son coéquipier à l'ASC, l'américain Bobby Julich. Et surtout en tête de course, c'est Mathieu Sprick, coureur originaire d'Alsace, il est originaire de Sarreguemines. On l'avait beaucoup apprécié lors du prologue du Tour de France à Strasbourg. Mathieu Sprick qui est en forme, on l'a dit, il s'est bien comporté sur les routes du Tour de Langawi et il est venu prendre le relais de Chris Anke Sørensen, alors qu'en tête du peloton on retrouve l'ancien champion d'Espagne Juan Manuel Garaté qui demande à Sylvain Chavanel de prendre le relais, ce que ne fait pas le coureur français porteur une journée jeudi du maillot de leader de ce Paris-Nice, désormais sur les épaules de Robert Gesing. Mais il est tout seul, Gesing. Il n'a plus d'équipiers autour de lui, Gesing. Ses équipiers ont... Ils sont là, ils sont là. Il y en a là quand même, Bernard. Non, de Gesing, non, il n'y a pas de Rabobank devant. Moi, je n'en vois pas en tout cas. Juste à côté de lui. Je crois pas. Et du coup, ils n'ont pas autant pas fait un travail énorme, puisque ce sont surtout les équipiers de Sanchez qui ont fait le travail jusque-là, qui ont amené ce peloton à vive allure au pied du Tanneron. Ouais. Et Gesing se retrouve un peu isolé. Il y a un autre Rabobank là, mais qui est au moins 20 positions derrière lui. Et ça n'a pas échappé, Laurent Jalabert, à l'équipe Silence Lotto qui a, rappelons-le, Jaroslav Popovic à 42 secondes seulement de Gesing. Et du coup, on fait travailler l'équipe belge. Je crois que la confirmation est là. Rebellin en deuxième position, Nocentini en troisième. Attention, il peut se passer des choses dans le Tanneron. Oui, ça monte extrêmement vite ici sous l'impulsion d'un équipier de l'équipe Silence Lotto en effet, qui emmène en file indienne, alors que Gesing, le leader, est bien isolé et surtout est assez loin dans la file des favoris. On retrouve Rebellin en deuxième position. Gesing logiquement devrait être dans sa roue, à son contact, et prêt à le surveiller, à bondir dans sa roue si celui-ci... participer au festin. C'est bon Thierry? C'est bon. Allez. Ça roule très très vite et pour l'instant donc c'est favorable. Tant que ça roule très très vite en tête du peloton, c'est favorable pour Gesing. Mais il ne doit pas être mentalement, il ne doit pas se sentir trop rassuré parce qu'il me semble que le peloton a été cassé et que dans cette première cassure, Gesing est tout seul. Il n'y a plus d'équipier autour de lui alors que d'autres formations et notamment la Quick Step, ils sont nombreux. La caisse d'épargne aussi, bien qu'ils aient beaucoup roulé jusque-là, ils sont encore au moins 2 ou 3. Et Gesing se retrouve, lui, mais Cofidis aussi également. Il me semble qu'il y a aussi un équipier de Chavanel dans ce groupe. Gesing se retrouve esselé dans ce groupe. Je pense que Laurent verra peut-être mieux que nous la composition du groupe. Chavanel avalé par la tête du peloton. Là. Ouh, Lotto aussi est en tête du peloton. Lotto, il y a au moins 2 ou 3 coureurs de Lotto dans ce groupe. Il y a Cunego ici avec le dossard 21. Attention, ça peut casser. Attention, Robert Gesing qui limite de cassure là sur cette accélération de Jaroslav Popovic dans sa roue. Davide Rebellin, Rinaldo Nocentini juste derrière. Garaté, Christophe Moreau vient d'être lâché sur l'accélération du peloton. Laurent Jalabert, le Paris-Nice 2008 va peut-être prendre sur le Tanneron une nouvelle forme. Oui, je crois surtout que ce sont les nerfs de Gesing qui sont en train de subir. Ils sont mis à rude épreuve dans cette ascension. Tous les leaders ont essayé, ont peut-être senti, les garçons d'expérience comme Popovic, comme Rebellin, ont peut-être senti que le jeune leader était pas dans un grand jour, que son équipe n'était pas très soudée autour de lui et qu'il y avait peut-être moyen de le déstabiliser. En tout cas, tour à tour, il y a des accélérations qui se produisent. On le met un petit peu dans les cordes, mais finalement, on est presque au sommet. Ça monte vite.
c'est monté à l'énergie pratiquement et on est presque au sommet de ce col du Tanneron. Il doit rester un bon kilomètre et demi et nous apercevons les hommes de tête qui ne sont plus très loin. Il doit y avoir moins de la minute maintenant. Je crois que pour la victoire d'étape, pour eux, ça va être, on le disait tout à l'heure, mais ce sera beaucoup trop compliqué. Mais le leader, même s'il est esselé, même s'il est peut-être un peu en difficulté, eh bien pour l'instant résiste pas mal. Il est en 10e position, ça monte en file indienne et il est toujours leader, le maillot jaune sur les épaules. Je crois que ça doit beaucoup le motiver. Un Paris-Nice passionnant, à 1 kilomètre du sommet du Tanneron, autrement dit à 21 km de l'arrivée, 2 hommes en tête, Bobby Julich, le coureur américain de la CSC, et Mathieu Sprick. Les voici, le coureur français, l'Alsacien, le coureur de l'équipe Bouygues Télécom. Ils ont lâché leurs 3 compagnons d'échappée, en tout cas dans la grande échappée du jour, à 12 secondes. Derrière, on a Bernard Kohl, on a Alexander Kuczynski et on a Chris Sorensen, le Danois de l'équipe SOSC. On a vu que David Lopez Garcia pour la Caisse d'épargne fait le travail et surtout en tête du peloton, alors que David Lopez Garcia est rejoint. C'est Cadel Evans pour la Silence Lotto, le coureur australien vainqueur au Mont-Serein jeudi, au pied du Mont Ventoux, en tout cas à mi-chemin du Ventoux, sous le Mont Ventoux, alors que Lopez Garcia est rejoint. C'est Cadel Evans en personne qui vient faire le travail de coéquipier pour, dans sa roue, Jaroslav Popovic. Du coup, Nocentini se méfie, Rebellin se méfie bien sûr. On aperçoit Gesing et derrière, il faut s'accrocher, il faut bagarrer. C'est pas facile à l'image ici de Cyril Decelle, le coureur de l'équipe AG2R, la mondiale, ou juste devant lui Alexander Eshimkin pour l'équipe Quick-Step. Toujours énorme travail de Cadel Evans. Ouais, franchement, je comprends pas très bien la tactique des Silence Lotto, parce qu'ils roulent à fond, mais finalement ça fait un peu le jeu en même temps de Gesing. Il faudrait mieux essayer de l'attaquer et de lancer un petit groupe plutôt que de vouloir rouler à fond comme ça, parce que ça m'étonnerait qu'ils arrivent à le sortir des roues comme ça en roulant un bloc. Et ça, malheureusement, cette allure effrénée du peloton, je crois que c'est Maxime Montfort qui vient d'attaquer le passage en haut du col du Tanneron. Mathieu Sprick passé juste devant, je crois, Bobby Julich. Les 2 hommes à 20 km de l'arrivée et un peloton où ça bascule énormément. Laurent Jalabert avec une attaque, je crois, de Maxime Montfort pour l'équipe Cofidis. Oui, les hommes du peloton, l'avant-garde du peloton est déjà dans la localité de Tanneron, tout près maintenant du Grand Prix de la Montagne. Autant dire qu'ils sont pas loin derrière les hommes de tête. Ce groupe est encore assez conséquent et lorsque j'y regarde de plus près, au détour d'un virage, je n'aperçois pas un seul équipier de Robert Gesing. Je crois que ce garçon a été bien conseillé dans cette ascension, se sentant isolé. Et celui, on lui a peut-être dit, pas oublier, c'est pas évident, c'est pas facile, surtout avec un maillot jaune aussi jaune que tout le monde remarque. Bien Gesing s'est laissé décrocher, tout le monde a pensé certainement qu'il n'était pas au meilleur de sa forme et en a profité pour faire monter très très vite. C'est peut-être le but recherché par les coureurs de l'équipe Silence Lotto, de l'isoler vraiment complètement. Il reste quand même une quinzaine de kilomètres après la descente, en tout cas au moins 12, où il va falloir qu'il contienne toutes les offensives. Et sur le plat, ce sera moins évident que dans l'ascension. Gesing va être isolé et là, il va falloir qu'il se défende tout seul sur un terrain très peu favorable. Alors là, c'est là peut-être qu'il risque d'avoir des difficultés à conserver ce maillot. Ce qu'a très bien compris Sylvain Chavanel, le voilà, le coureur français d'équipe Cofidis, tout de suite passé la ligne en haut du col du Tanneron. Eh bien, Mimosa, comme l'on dit, et ça se prête parce que la région est déjà un petit peu jaune. Il n'aime pas trop ce prénom, mais regardez, on en voit des beaux, donc on ne peut pas ne pas en parler. Là, c'est Alexander Efimkin qui ferme la marche juste devant lui. Il y a notamment Philippe Gilbert. Eh bien, il a très bien compris, Sylvain Chavanel, qu'il fallait sortir tout de suite, dès les premiers mètres de la descente du Tanneron. Il a emmené dans sa roue notamment un coureur de la CSC, peut-être bien David Rebellin et Damiano Cunego. Attention, ce sont de formidables descendeurs. Sylvain Chavanel est un extraordinaire descendeur qui demande quand même que l'on prenne le relais. On aperçoit tout au fond, non pas des Mimosas, mais bien le maillot jaune de Robert Gesing. Et l'écart n'est plus avec les 2 hommes de tête que de 43 secondes. Et gros effort proposé en patron par Robert Gesing, même si, rappelons-le, il n'a que 21 ans avec dans sa roue Jaroslav Popovic. Gesing qui a été un tout petit peu distancé par ces 5 coureurs. Alors, je sais pas, je suis un petit peu de l'avis de Laurent, moi, à la place de Gesing, que je me laisserai glisser vers l'arrière, je me laisserai oublier, parce qu'il faut pas
Il faut être en de tous les points. Il y a bien gagné encore dans ce Paris-Nice et qui vont se battre par étape. Et il y a peut-être pas maintenant, il faut peut-être faire un décisif aux équipes qui n'ont encore rien gagné et qui vont essayer de revenir sur ce groupe de 5 là pour une éventuelle victoire d'étape. C'est la chance de Gesing que là, de compter sur les équipes. Ils vont essayer de revenir sur l'avant pour remporter la victoire d'étape. C'est la ligne. Franchement, la descente du Tanneron est difficile, délicate. Ça demande, c'est technique, ça demande, c'est vrai, beaucoup de concentration, ce que fait très bien Robert Gesing. Mais au niveau spectacle, Laurent Jalabert, c'est quand même un régal aujourd'hui. Oui, c'est un régal. Oui, c'est vrai qu'il y a du mimosa partout. On n'a pas trop le temps de le voir, j'avoue. Hein. C'est une descente qui est super technique, très dangereuse. Il faut vraiment se méfier. On peut trouver, on ne sait pas ce qu'on va trouver en fait. On peut trouver à la sortie d'un virage une route mouillée. Quelquefois, ça arrive. Ouais, Laurent, juste 2 secondes parce que. Je vous écoute. Ouais, à l'écran. Alors, on a vu l'accélération du maillot blanc porté par Luis Leon Sanchez qui a pris le relais de Sylvain Chavanet, mais surtout, alors là pour une raison qui m'est totalement inconnue, peut-être un mauvais changement de plateau, on a vu Robert Gesing qui a pris d'un seul coup 3 ou 4 coureurs qui l'ont dépassé, et c'est pour ça que j'ai fait oup, excusez-moi de vous avoir coupé. Il n'y a aucun problème, voilà, c'était important de le signaler. C'est une descente donc très technique, très dangereuse, dans laquelle il faut faire preuve d'une grande lucidité. Donc bien sûr, tous ceux qui ont souffert à la montée ne doivent pas l'aborder dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que c'est un endroit stratégique de la course. Ici même, il y a quelques années, Sean Kelly construisait souvent sa victoire en attaquant dans la descente. Donc c'est vraiment une partie à négocier de la meilleure des façons. Et c'est ce qu'essaie de faire pour l'instant l'avant-garde du peloton avec Luis Leon Sanchez, avec Sylvain Chavanel. Et là, Gesing visiblement a été un petit peu distancé. Alors on ne sait plus trop où on se trouve quand on est en plein effort dans cette descente, mais une fois arrivé au bas, il est important de faire le point, de faire les écarts. Il reste encore beaucoup de plans ensuite. Et là, 30 secondes, ça fait pas grand chose. Maillot jaune peut être vite perdu. Ouais, là on a vu à l'antenne là une triple chute avec notamment Frank Schleck. Heureusement, on n'était pas du côté du ravin. Il y a aussi Benat Inksosti, le coureur espagnol de la Saunier Duval. C'est Frank Schleck qui est venu basculer à droite de la route, donc c'est forcément entre guillemets moins dangereux parce qu'il y a comme un mur formé par la roche, donc ça a évité beaucoup de soucis aux coureurs luxembourgeois de la CSC, alors qu'ils ne sont plus que 2 en tête puisque Bernard Kohl, Alexander Kuczynski et Chris Sorensen ont été rejoints par la tête du peloton et notamment par 2 hommes dangereux au classement général, Luis Leon Sanchez et surtout Davide Rebellin, tête de peloton qui est à 15 km de l'arrivée, et Robert Gesing est en difficulté dans la descente du Tanneron. Énorme travail du coureur, du jeune aussi, un coureur espagnol, Luis Leon Sanchez. Rappelons qu'il a gagné ici l'an dernier cette étape de Cannes, c'était dans d'autres circonstances. Là aujourd'hui, il est en train de faire peur au leader parce que en plus, Rebellin qui est dans sa roue n'est qu'à 32 secondes du leader Robert Gesing. C'est vraiment un moment très délicat pour le porteur du maillot jaune qui fait un dur apprentissage. Il est là, Robert Gesing. Ah ouais, c'est un dur apprentissage, c'est aussi le cyclisme moderne. Chute de Mathieu Sprick. Chute de Mathieu Sprick qui était en tête et qui laisse Bobby Julich tout seul. Ouais, sans dommage heureusement, mais malheureusement il va perdre la tête de la course. Et c'est pour souligner que dans les courses modernes, les écarts se font autant dans les descentes que dans les montées. On pourrait même dire ici dans le Tanneron, mais apparemment l'écart va être plus important en bas de la descente qu'elle ne l'a été pendant la montée. Julich qui prend tous les risques, il est passé à quelques millimètres du bord. Et Gesing qui se trouve effectivement en difficulté. Quand on verra le peloton tout à l'heure, on va voir. Mais Cunego maintenant, qui est un formidable descendeur aussi. Comme Sanchez. Ils vont essayer d'en profiter. Mathieu Sprick a repris, je pense, la route. Un seul homme en tête désormais, Bobby Julich. Mathieu Sprick qui était avec lui est tombé, mais il a repris son vélo, sa machine. 20 secondes d'avance seulement pour Bobby Julich, le coureur américain, sur le groupe Davide Rebellin. Et c'est un moment important parce qu'à ce moment de la course, Robert Gesing a de grosses difficultés pour simplement garder... Il n'est pas à l'aise, regardez, il a son coéquipier Cosmo Renaud devant et il n'arrive pas à rester dans la roue de Cosmo Renaud et se fait même dépasser par un coureur de la Lotto.
Grosse. Et pour gagner Paris-Nice, pour gagner une course à étape, il faut vraiment être un coureur complet. Et là, pour l'instant, Gesink, il est très bon en contre-la-montre, il est très bon dans les montées. Et il faudra... Cunego qui a failli tomber. Il faudra que Gesink redevienne un meilleur descendeur qu'il n'est actuellement. Bobby Julich en tête, derrière le groupe emmené par Damiano Cunego, intéressé par la victoire d'étape, mais il y a surtout Luis Leon Sanchez dans sa roue et Davide Rebellin et Laurent Jalabert. Robert Gesink est indéniablement en difficulté dans la descente du Tanneron. Oui, Robert Gesink, sur un accident technique, visiblement qui a perdu un petit peu de terrain. Descente très rapide à tombeau ouvert de la part de tous les hommes de tête. Bobby Julich, on l'a vu, Mathieu qui n'a pas passé. C'était sans gravité, il est reparti, on l'a vu, il n'a rien. C'est important de le signaler. Et derrière, Gesink qui cravache pour essayer de conserver son maillot jaune. Il va rencontrer un gros souci maintenant, c'est qu'il va se retrouver tout seul, sans équipier autour de lui, dans cette portion de plat jusqu'à l'arrivée à Cannes. Et bien entendu, tous ses adversaires, Luis Leon Sanchez, Cunego ou encore Sylvain Chavanel, tous vont collaborer ensemble, tous contre le leader. Et là, il va avoir travaillé sur la planche, le bon garçon, parce que ça va pas être simple pour lui de revenir. Bobby Julich seul en tête avec une dizaine de secondes à peine d'avance. C'est Davide Rebellin qui relance le groupe, Luis Leon Sanchez, Cunego, Cole, Sylvain Chavanel. Voilà, et Nocentini, tous les costauds sont là. Gesink, lui, est plus loin derrière, beaucoup plus loin. Le Paris-Nice, tout seul. Paris-Nice, 12 km de l'arrivée, en tout cas de l'avant-dernière étape. Paris-Nice est en train de trembler, c'est surtout lui qui est en train de trembler. Robert Gesink qui est dans la roue de Clément Lotellerie. Regardez, c'est le maillot de l'équipe Ski Shimano, c'est surtout le maillot de blanc à pois rouge de meilleur grimpeur, et c'est Clément Lotellerie qui ramène à Robert Gesink isolé. Regardez l'écart, attention là, c'est important, parce que est-ce que c'est le groupe Cunego? J'en suis pas sûr. Non, c'est un groupe là intercalé, c'est pas le groupe Rebellin Cunego. C'est un moment très important, parce que je suis presque sûr qu'à l'instant même, eh bien Gesink n'est plus le leader de Paris-Nice. C'est Davide Rebellin et Rinaldo Nocentini, l'a compris, l'autre coureur italien de l'équipe AG2R la mondiale, qui vient de relancer, et le travail, la bagarre de Gesink pour conserver son maillot jaune, avec encore Clément Lotellerie dans sa roue et Cadel Evans juste là, qui évidemment ne va pas donner un coup de pédale. Oh, c'est un grand moment de cyclisme, parce que là il est en train d'apprendre ce que c'est que d'être leader d'une course. Il est en train d'apprendre la pression. On pensait qu'il souffrirait dans l'ascension du Tanneron. C'est dans la descente, Laurent Jalabert, que Robert Gesink, qui vient de demander à Cadel Evans de prendre le relais, ce qu'il ne fera pas. C'est donc Clément Lotellerie qui va le faire, parce que Cadel Evans, il va sûrement pas le faire, c'est normal. Eh bien Gesink, il est en train d'apprendre, c'est pas fini, c'est pas perdu, mais c'est une bagarre absolument remarquable. Laurent Jalabert. Oui, c'est pas perdu encore, c'est pas perdu, mais ça tient pas grand chose. Gesink a plus de 20 secondes de retard quand même sur Davide Rebellin à cet instant de la course, mais il a un groupe intercalé à 100 mètres à peine devant lui. Le plus important, je devais dire, pour vraiment sauver ce maillot jaune, ce serait de pouvoir intégrer ce groupe. Il y a dans ce groupe le maillot vert Torushov qui peut remporter l'étape. Il y a des garçons ici qui ont intérêt à revenir sur la tête de la course. Donc si Gesink et Lotellerie, qui est en train pour l'instant de lui prêter main forte, si les deux garçons parviennent à combler ce retard de 100-150 mètres, une dizaine de secondes à peine sur le groupe qui les précède, alors là ils ont toutes les chances de pouvoir revenir sur la tête de la course. Dans le cas contraire, eh bien ce sera très compliqué, mais dans tous les cas, Gesink est à l'énergie, il est obligé de cravacher ferme pour essayer de revenir devant, et la situation est bien compliquée pour lui. Mais il y a plus d'équipiers autour de lui, et c'est surtout ça le problème. Et Laurent, à l'instant même, le leader de cette étape, le seul rescapé de l'échappée de 5, l'américain Bobby Julich, avalé, parce que derrière il y a une vraie bagarre pour le classement général, avalé ici par le coup de pédale, notamment du maillot blanc de meilleur jeune, de Luis Leon Sanchez dans sa roue, Damiano Cunego, Davide Rebellin. Bernard, soyons clairs, le deuxième, Nocentini est là aussi, le deuxième et le troisième du classement général sont là et mettent en danger ce maillot jaune. Ah ouais, je crois que le grand problème pour Robert Gesink, c'est que Rebellin dispose d'un équipier là, et que c'est lui qui va relancer Cole à qui a chaque été fois. avalé, récupéré. Cole, à chaque fois il va essayer de repartir, à chaque fois il va pouvoir relancer. Et Sylvain Chavanel est là, côté français. Et Nocentini aussi, il y a trois coureurs qui sont vraiment intéressés pour le classement général. Il y en a un qui est coéquipier qui passe par-dessus le rond-point là, comme un cyclo-crossman. Il y a des coureurs qui sont intéressés pour la victoire d'étape.
Ça va vraiment faire très très mal. Ce sont que des coureurs, à part peut-être Bobby Luch qui a fait un gros effort. Sinon, tous les autres coureurs sont motivés pour pouvoir faire le travail au maximum. Le groupe de 7 avec le deuxième et le troisième du classement général. Regardez l'écart avec le maillot jaune de Robert Gesing. Je crois que les choses sont claires. Alors d'abord, il y a un groupe d'intercalés 2, 4, 6, 8, 10, 12, mais pas, attention, ce maillot jaune c'est celui de la Saunier Duval, pas le maillot, il y a Mathieu Sprick qui est là, qui est bien revenu après sa chute, pas le maillot jaune de Robert Gesing. Laurent Jalabert sur les images, Robert Gesing en train de perdre sa première place au classement général, accompagné seulement par Clément Lotellerie et Cadel Evans, vous êtes à côté. Oui, effectivement, oui. Le maillot jaune est en perdition là. Vraiment, le groupe de tête possède une avance de 15 secondes sur les poursuivants, sur le groupe Ushoff, où on retrouve une vingtaine de coureurs qui, pour l'instant, roulent fort et qui essaient de revenir sur la tête de course. Et derrière, seulement 3 coureurs, Cadel Evans, Lotellerie et bien sûr Gesing, Cadel Evans qui ne roule pas, Lotellerie, Gesing qui s'entendent mais qui ne parviennent pas à réduire l'écart. Et bien au contraire, hein, le retard est pour l'instant de 35 secondes. On peut déjà dire que le maillot jaune est perdu pour Robert Gesing. Ah oui, un moment très important de ce Paris-Nice à rebondissement, vraiment, sincèrement, hein, en toute objectivité. Il y a des fois on s'ennuie un peu. On s'est régalé tout au long de la semaine. Alors en plus il y avait une vraie pression avant le départ de ce Paris-Nice et là on se régale. Alors il y a des choses intéressantes. Regardez Sylvain Chavanel. Il a 2 secondes de retard au classement général sur Clément Lotellerie. Il est 11e. Son compatriote est 10e. Il y a un coup à jouer. Et je crois bien, Bernard, je crois bien que dans le groupe intercalé, le coureur du Crédit Agricole, c'est Pierre Roland qui a un bon coup à jouer. Il est à 3,51 aussi en 13e position. Il peut rentrer dans les 10, je crois, c'est à vérifier. Mais là, la course est en train de se jouer parce que là, ça va pas être simple. Le groupe de 7 avec peut-être, là, en gros plan, Jean-Maurice Hogg a raison, le futur leader ce soir à Cannes de ce Paris-Nice, c'est Davide Rebellin, le coureur italien, 2e l'an dernier, battu par Alberto Contador. C'est pas encore fait, il y a des bonifications. Et pour la victoire d'étape, peut-être Sylvain Chavanel qui a dit j'ai craqué dans le Ventoux, la pression était trop forte, comme Gesing aujourd'hui a craqué dans la descente du Tanneron, la pression est trop forte, rien n'est définitif, rien n'est fini, mais Chavanel l'a dit, je vais jouer la victoire d'étape et on sait que cette étape il aime bien. L'an dernier il était passé tout près de la gagne et c'est Tourouchov qui va ramener le groupe de contre-attaque avec Pierre Roland, je pense. Il travaille pour Pierre Roland qui est en dernière position. Il travaille pour lui aussi, hein, parce que si Tourouchov arrive à faire la jonction avec le groupe de tête, alors que là le groupe Gesing perd de plus en plus de place, et que malheureusement pour lui, dans ce groupe qui va revenir sur lui, apparemment il n'a plus aucun coéquipier non plus. Vérification. Ce groupe ne pourra pas servir à grand chose à Gesing. Il n'y a que des coureurs. Bah, il y a Philippe Gilbert, il y a Stéphane Goubert, il y a notamment que des coureurs qui ont des équipiers devant, hein. Donc tous ceux-là ils vont pas rouler, hein. Laurent Jalabert, c'est quand même incroyable. Robert Gesing, bon, qui est en train de perdre la tête du classement général, et en plus il n'y a plus personne, il n'y a plus un Rabobank, Mais on l'avait signalé, nous l'avions signalé, Thierry, au pied du col du Tanneron. Hein. Robert Gesing s'est retrouvé esselé assez rapidement et est devenu du coup une proie facile pour tous ses adversaires. Dans la descente, ils lui ont mis la pression, ils l'ont poussé à l'erreur, et sur le bas de la descente, dans le plat, eh bien Gesing se retrouve tout seul, victime de son manque d'expérience, victime aussi d'une équipe qui a beaucoup travaillé et qui n'est plus à ses côtés. Eh bien Gesing est en train de perdre ce Paris-Nice. En tête, nous retrouvons les 6 hommes de tête dont nous avons perdu Bernard Coll au passage, un petit peu logique, hein, lui qui a beaucoup donné aujourd'hui et qui a surtout aussi beaucoup travaillé maintenant pour Rebellin. Les 6 hommes de tête qui roulent vraiment très très fort et qui devraient en toute logique se disputer l'étape. Les écarts se creusent derrière. Lorsque l'on se retourne et la ligne droite est longue, nous n'apercevons rien du tout. Le groupe Ushoff est bien loin, donc voilà, les écarts sont maintenant assez importants. Et Rebellin devrait pouvoir s'emparer du maillot de leader tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Et à 5 km de l'arrivée à Cannes, pour 6 secondes, Robert Gesing n'est plus leader de ce Paris-Nice. Pour l'instant, le leader virtuel sans les bonifications, c'est Davide Rebellin. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il va y avoir une vraie bagarre pour les bonifications, donc pour la victoire d'étape. On peut nous avoir un petit cocorico, on peut pourquoi pas penser, là c'est le leader virtuel, Jean-Maurice a raison de nous le montrer en gros plan. Davide Rebellin, 2e l'an dernier, il avait 8 secondes de retard le soir à Cannes sur Alberto Contador, et le lendemain il n'avait pas réussi à attaquer Alberto Contador, qu'il avait contré. Et nous on espère pourquoi pas une victoire française, ce que l'on n'a pas encore eu sur ce Paris-Nice. Pourquoi pas Sylvain Chavanel, mais pour l'instant cela pense au classement général.
Ouais, en principe, hein, dans ce groupe de tête, il devrait y avoir au moins 3 coureurs qui devraient ralentir leur effort. Hein. Bien sûr, ce sont Chavanel, Cunego et Julic qui ne comptent plus pour le classement général, qui ne peuvent plus espérer grand-chose du classement général, qui devraient donc rester sur la réserve pour essayer de remporter cette étape. Et ça pourrait faire perdre un petit peu de terrain à ces 6 hommes. Mais pour l'instant, hein, apparemment, tout le monde collabore. Quant au peloton derrière, eh bien, Giesing ne va pas trouver beaucoup d'aide, puisque la plupart des coureurs qui composent ce peloton, à part peut-être deux coureurs, je pense, de la Quick Step, et Philippe Gilbert de la Française des Jeux, sinon mais tous les autres ont des équipiers devant, donc ils vont pas donner un petit coup de main dans ce groupe pour essayer de revenir sur l'avant. Cunego, Chavanel, discussion. Enfin, c'est pas sûr que ce soit une discussion très amicale. Remarquez, les Italiens sont pas faciles à gérer. Hein. Écoutez, regardez ce que fait Riccardo Rico dans la classique tirée de Adriatico. Ça se passe pas bien. Il a pris une bonne pelleteuse, le coureur italien. Regardez, 1 minute. Il a perdu la tête du classement général, Robert Giesing. Alors vous êtes un fin limier, Laurent Jalabert. Vous connaissez surtout très bien le coup de pédale de chacun. Il est en train de le perdre. Heureusement qu'il a Clément Letellery qui est là. Hein, parce que lui, Clément Letellery, il a conservé son maillot blanc à pois rouge. Entre équipes néerlandaises, on peut se donner un petit coup de main virtuel. Et puis bon, pour l'instant, Clément Letellery est en train de perdre sa 10e place au classement général, hein, devancé par Sylvain Chavanel. Vous êtes un fin limier alors qu'on est sur le bord de mer. La mer à droite, les 4 derniers kilomètres. Un petit, allez, pas un petit pronostic, mais comment vous sentez cette affaire pour le final, Laurent Jalabert? Affaire compliquée, affaire compliquée. Ah bah oui. C'est vrai que ce sont des garçons de grande valeur et il est difficile de faire un pronostic ici. Hein. Un seul ne roule pas, c'est Bobby Julich qui a fait toute la journée devant. Donc lui, son salut passe évidemment par un peu de récupération et il peut peut-être les surprendre tout à l'heure lorsqu'ils auront un marquage peut-être qui va s'opérer. Hein. Il y a des bonifications en jeu. C'est important, ça va être très très important même sur ce classement en général. Si on tient compte de la vitesse pure hein, dans un sprint, je pense qu'un coureur comme Chavanel et Luis Leon Sanchez sont certainement les deux meilleurs coureurs avec ne l'oublions pas quand même, Cunego, qui sait aussi aller vite au sprint, hein, qui est dans un petit groupe comme cela. Rebellin va pas mal. Sur le Tour de Lombardie. Hein. Oui, il va pas mal. Et Nocentini aussi. Tout le monde va bien sur un groupe de 5-6. Hein, Laurent. C'est compliqué, effectivement. Ouais. C'est compliqué de faire un pronostic. Moi, je pense qu'on a quand même une chance de gagner avec Sylvain Chavanel. Et vous ne pensez pas, Laurent, que les 3 qui ne sont pas intéressés au classement général, là, ils devraient rester un peu sur la défensive et récupérer parce qu'on les voit tous passer. Il ne risque quand même pas grand-chose hein, d'être rejoint. L'écart est important entre les 6 de tête et le groupe de poursuivants. L'écart est très important, ouais. Je pense qu'il est supérieur à la minute. Et rappelons... oui, il y aurait peut-être intérêt effectivement à relever un peu le pied pour garder des forces pour le sprint, mais c'est toujours risqué. Il y a un moment de flottement et puis il peut y avoir des attaques. Quand on est assez rapide, il est peut-être plus important de maintenir une bonne cohésion, de maintenir un groupe homogène jusqu'à l'approche vraiment de la distance idéale pour lancer le sprint. Et rappelons qu'au Grand Prix de Lugano, hein, c'était au début du mois de mars, Rinaldo Nocentini avait devancé au sprint d'une petite seconde Davide Rebellin. Bon, c'était un coup, ils avaient terminé à 5. Il y avait Gasparotto. Ouais, c'était devant Gasparotto quand même, hein, qui va assez vite. Hein. Mazzanti et puis Carlos Barredo qui confirme son bon début de saison. Vainqueur hier, le voilà. Rinaldo Nocentini. Attention, hein, c'est un signe. Bon, là c'est un coup à 6. Nous évidemment, on a le cœur gros pour un Sylvain Chavanel en train de réussir son Paris-Nice. Et puis honnêtement, sincèrement, parce qu'on en discute bien sûr entre nous, quand on a la chance d'avoir Bernard Thévenet ou Laurent Jalabert à ses côtés, on en discute. On n'avait certainement pas imaginé un scénario comme celui-ci. Le scénario 1-0-9, eh bien c'est que Robert Giesing, qui nous avait fait forte impression, qui était installé, est en train de laisser son maillot pour l'instant sans les bonifications, j'insiste, au dossard numéro 1. Celui porté par Davide Rebellin. Ce qui est le plus imprévisible, c'est qu'il ait perdu le maillot dans la descente. Il n'a pas perdu dans la montée, hein, il l'a perdu dans la descente. Hein. Le kilomètre, Laurent Jalabert, pour les 6 hommes. La victoire d'étape aujourd'hui à Cannes va se jouer entre ceux-là. N'oublions pas que Luis Leon Sanchez est dans les 6. Il a gagné l'an dernier ici. Oui, la victoire va se jouer entre les 6, ça ne fait plus de doute maintenant. Et attention, même si pour l'instant la cohésion est toujours bonne dans ce groupe, attention à l'attitude de Bobby Julich qui n'a pas pris un relais depuis plus de 6 km.
S'il y a un petit moment de flottement, ce garçon-là qui a fait beaucoup d'efforts n'a plus grand-chose à perdre, il n'est pas rapide au sprint, il a certainement intérêt à attaquer. Ouais, attaque de Sanchez qui anticipe. Voilà. Cunego dans sa roue. Cunego très incisif. Hein. Chavanel qui est là, c'est fini pour Rebellin et Nocentini qui se parlent en italien. Mais il ne faudrait pas qu'il les laisse partir hein, parce que c'est... Il y a des bonifs. Il y a des bonifications. Non, mais il risque rien de toute façon avec les bonifications. Attaque de Sylvain Chavanel sur la droite de la route. Allez, Sylvain Chavanel qui a été leader de ce Paris-Nice, déçu sur les pentes du Ventoux. Sylvain Chavanel qui se retourne, il a dit je veux gagner une victoire d'étape, c'est fait. Et bien voilà, Cannes va sacrer enfin Sylvain Chavanel qu'on va définitivement extraire de la catégorie des espoirs parce que cette semaine il a montré toutes ses qualités, il a porté pour la première fois un maillot jaune et voilà, c'est significatif, ovation du public, victoire ici de Sylvain Chavanel à Cannes, victoire de prestige, juste devant Luis Leon Sanchez, 3e Bobby Julich, 4e un déçu Damiano Cunego, 5e Davide Rebellin, 6e Rinaldo Nocentini. Et mesdames et messieurs, dans quelques secondes, Davide Rebellin sera, et ça c'est une sensation, quel Paris-Nice 2008, formidable pied de nez à beaucoup de choses, parce que Davide Rebellin va s'emparer du maillot jaune de leader de ce Paris-Nice 2008 et rien n'est définitivement fini. À l'arrivée, il y a Ushov, il y a Botcharov, il y a Jaroslav Popovic, 4e du classement général, mais il n'y a pas Robert Gesing, le néerlandais, le leader de ce Paris-Nice, dont on pensait qu'il avait déjà course gagnée et qui est déçu avec Tourouchoft qui devance. Il y a Jérôme Pinault qui va prendre la 9e place. 2 coureurs français dans les 10 premiers. C'est un bon printemps pour le cyclisme français. Et regardez cette terrible image, 500 mètres de l'arrivée, terrible pour les Pays-Bas. Le gros travail de Clément Lotellerie. Il va conserver son maillot blanc à pois rouge, mais il a perdu sa 10e place au classement général. Et regardez Robert Gesing qui fait le travail. Bernard, j'ai pas trop la pendule sous les yeux, on est déjà à 1:13. Oh, l'écart va être important. Il avait 32 secondes d'avance sur Davide Rebellin. On va inverser même un petit peu plus, puisque Robert Gesing en termine seulement. Il est mort Gesing. Il n'a pas un coéquipier, il n'y a pas un coureur de l'équipe Rabobank. C'est la Lamprey qui termine en force et en groupe. Et donc Robert Gesing, 1:30 d'écart. Il y aura 1 minute ce soir au classement général. Le nouveau leader de Paris-Nice, c'est Davide Rebellin, alors que Christophe Mouron termine à Cannes. On l'avait dit dès l'arrivée au Ventoux. Hein. Nous avions dit que ce qui serait important, c'est d'avoir une bonne équipe autour de soi pour pouvoir gagner ce Paris-Nice. Il faut reconnaître que, honnêtement, je ne pensais pas que Gesing pourrait perdre son maillot dans la descente. Je pensais qu'il perdrait plutôt dans les montées de col. Et bien, Christophe Mouron termine. C'est dans la descente hein, qu'il a perdu. Alors qu'on revoit l'arrivée de Sylvain Chavanel qui fait vraiment un très très bon début de saison. Et malheureusement il a perdu pied dans la montée du Ventoux. Trop de pression. Oui, trop de pression, mais peut-être aussi parce que Sylvain n'est pas un pur grimpeur. Hein. Quand on regarde les coureurs qui étaient devant lui, c'était vraiment de très bons grimpeurs. Et lorsqu'il a vu qu'il perdait le maillot jaune, il a peut-être perdu un petit peu de foi, perdu un petit peu de motivation. Mais là, il a vraiment très bien attaqué. Il a profité d'un moment où il avait quelques longueurs d'avance sur Julich. Il est passé très très vite à côté de Cunego. Cunego s'est regardé avec Sanchez. Sanchez n'a pas voulu relayer Cunego dans un premier temps. Eh bien, ça a été tant mieux pour Sylvain Chavanel, qui est sorti, qui a continué son effort. C'est bien aussi hein, pour Sylvain Chavanel, ça a traduit certaine confiance en lui parce qu'il est sorti, il ne s'est pas retourné pendant au moins 200 ou 300 mètres. Hein. Et après, sur la fin, il a regardé, il a vu qu'il avait gagné. Et là, il pouvait lever les bras et savourer son succès. Sylvain Chavanel, coureur originaire de Châtellerault, installé près de Poitiers. Rappelons que c'est un très bon début de saison pour le coureur de l'équipe Cofidis. 2e notamment de la 4e étape du Tour de l'Algarve au Portugal, 2e du classement général de l'Algarve et qui avait remporté la 5e étape du Tour méditerranéen à Gruissant. Voici donc le classement définitif. 3 Français, j'ai oublié Aurélien Passeron dans les 10 premiers, Jérôme Pinault 9e, Aurélien Passeron, le coureur de la Saunier Duval dont on reparlera aussi, 10e d'une étape remportée par Sylvain Chavanel avec 4 Italiens. Cunego, Rebellin, Nocentini et Tossato. Tiens, on l'avait presque oublié, Matteo Tossato, qui a réglé, il a réglé Ushov au sprint du peloton. Belle performance, anecdotique, mais belle performance
En tout cas, quel Paris-Nice et quelle étape à Cannes avec un nouveau classement général où rien, alors là, rien n'est joué. Davide Rebellin a terminé 5e de cette étape. Rinaldo Nocentini a terminé 6e. Résultat des courses, les deux Italiens occupent la tête du classement général avec seulement 3 secondes d'écart, ce qui veut dire que Paris-Nice demain autour de Nice et l'arrivée sur la promenade des Anglais, Paris-Nice peut se jouer aux bonifications et ces deux-là se sont déjà bagarrés au Grand Prix de Lugano. Et attention à Popovic, bref, eh bien c'est vrai que les choses ont changé, beaucoup de choses ont changé. En tout cas ce Paris-Nice 2008 sort de l'ordinaire, on s'en félicite parce que Bernard, tout, alors là on en est sûr, tout peut arriver encore demain dimanche. C'est tout à fait interdit à Rebellin et Nocentini demain de se regarder, de se neutraliser, ce dont pourrait profiter Popovic ou Garaté. Attention, hein, les écarts sont à partir de 50 secondes, ça devient très important, mais c'est vite fait, on se regarde, si on n'a plus d'équipiers autour de soi, on fait un petit peu comme Gijins. 5-11 pour le peloton, Bernard, c'est anecdotique. Ouais. Gijins qui n'avait plus d'équipier à 20 km de l'arrivée, il était encore dans les... Il était à combien? Il était à 3 ou 4 secondes de Nocentini et Rebellin, et finalement il perd son maillot pour une... Combien il est à 50 secondes, je crois, au classement général. Hein. On va demander à Jean-Maurice. Les écarts se font très rapidement sur la fin, quand les circonstances de course se retournent contre vous. 3 secondes entre ces deux-là, et on a beaucoup d'affection pour le très brillant Davide Rebellin, un ancien du peloton. Et on a aussi un petit regard particulier sur Rinaldo Nocentini qui occupe la place de leader d'une équipe française, l'équipe AG2R, la mondiale. Et Vincent Lavenure était un peu déçu du début de saison, hein, même s'il y a eu la victoire au Grand Prix de Lugano, était un peu déçu de l'ensemble des résultats de l'équipe. Il avait un peu tapé sur la table, le manager de l'équipe AG2R, la mondiale, installé à Chambéry. Et ma foi, eh bien aujourd'hui, ça nous donne un vrai grand suspense. Si on peut avoir le classement général, Jean-Maurice, après avoir revu la victoire de Sylvain Chavanel, sa 2e de la saison après une au Tourmède, ici ça lui réussit bien la Côte d'Azur, hein, après Gruissan et le Tourmède, la victoire, et quel sourire pour Sylvain Chavanel sur le Paris-Nice à Cannes, victoire de prestige, hein, parce que les coureurs qui sont apposés à Cannes, il y a eu Kachechkin, il y a eu le néerlandais Postuma, il y a eu Vinokourov, il y a eu Rodriguez, il y a eu Petaki, il y a eu Schmil, excusez du peu, et regardez bien ce classement. Popovic, 48 secondes peut gagner. Gesing, ça m'étonnerait qu'il ne vienne pas, qu'il n'y ait pas la revanche. Non, mais il faudrait quand même qu'il fasse attention les 2 premiers. Hein. C'est vite perdu, 50 secondes, on l'a vu aujourd'hui. 4 Espagnols dans les 10 premiers. Le premier coureur français, c'est Sylvain Chavanel. Bon, pour la victoire finale, c'est compromis. Mais en tout cas, très beau Paris-Nice de Sylvain Chavanel. Et n'oublions pas que Clément Lotellerie est 11e. Et portera demain, et certainement définitivement, le maillot de meilleur grimpeur, le maillot blanc à pois rouge. Le rendez-vous demain, c'est en direct sur France 3, et ça ne se rate pas, car on va se régaler. C'est 15h05 pour être précis, jusqu'à l'arrivée sur la promenade des Anglais. Sur les yeux avec le flash. Je dirais que ce Paris-Nice nous donne énormément, avec Sylvain Chavanel bien sûr, hein, mais ce Paris-Nice nous donne beaucoup d'espoir à nous les Français, avec toutes les révélations qu'on a vues au cours de ce Paris-Nice. David Malarme, il l'avait dit, maintenant j'ai perdu le maillot jaune, et bien je vais gagner une étape, une victoire d'étape. Alors bon, nous on est toujours perplexes sur ce genre de choses. Transmettez-lui toutes nos félicitations, David. Ah, vous avez toutes les félicitations de Thierry Adam. Sylvain, vous nous l'aviez dit, après la perte de mon maillot jaune, on me reverra sur ce Paris-Nice. Oui, c'est une étape que je tournais autour depuis 3-4 ans. Toujours été là et je me faisais reprendre dans le final, dans le Tanneron, et puis j'étais vraiment motivé. J'ai dit à mes équipiers que j'étais bien aujourd'hui, et puis dans la descente, j'ai fait le début de la descente, et puis après j'ai été aidé par Cunego qui a fait le plus gros morceau. Vu les coureurs qu'il y avait dans l'échappée, on s'est tous bien entendus, et puis au kilomètre j'ai décidé de ne plus passer. Il y a Rebellin qui a fait un trou. Je suis allé chercher Sanchez et comme il avait fait un effort, j'ai contré tout de suite, et puis ça a été au bout. J'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Quel Paris-Nice, Sylvain, un jour en jaune, une place au général, et cette étape autour de laquelle vous tourniez depuis longtemps. Oui, bah, c'est mon meilleur Paris-Nice, c'est sûr qu'on concrétise par une victoire. Voilà, j'ai porté le maillot jaune, une victoire d'étape, et puis dans les 10 premiers du général. Voilà, très bien pour moi. On vous pose
on vous pose toujours la question, mais le grand Chavanel qu'on attend depuis des années, il est là, il est là. Bah apparemment ça vous plaît, ça vous plaît. Non mais je suis vraiment content. J'avais dit que le maillot jaune c'était une première récompense. Là j'ai une deuxième récompense sur ce Paris-Nice qui est la victoire d'étape. Et c'est vraiment bien, j'ai pu savourer un maximum. Je suis arrivé tout seul, je me suis retourné et j'ai savouré un maximum en levant les bras et à me faire plaisir. Je peux vous dire qu'il est heureux, Thierry, Sylvain Chavanel. Ah, je n'en doute pas, c'est vrai qu'on est très content pour lui, très content pour le cyclisme français. Son attaque symbolise, on va dire, le printemps ensoleillé du cyclisme français, des Clément Lotellerie, des Pierre Roland ou aujourd'hui de Sylvain Chavanel, vainqueur de cette étape entre Sisteron et Cannes, l'avant-dernière, la 6e de Paris-Nice. Les rendez-vous tout à l'heure, on s'est régalé cet après-midi, tout à l'heure 18h, vous allez vous régaler, un match magique. France, Pays de Galles, ou plus exactement au Millennium à Cardiff, Pays de Galles, France, c'est le rugby, c'est la finale du tournoi Destination. Le résumé de tout ça, c'est 20h10, c'est tout le sport et c'est sur France 3. Et nous demain, le suspense sera total, 15h05, France 3, la fin d'un Paris-Nice merveilleux. Merci à Laurent Jalabert, merci à Bernard Thévenet, merci à tous ceux qui nous ont aidés. À demain. Et si l'un d'entre nous ne parvient pas à s'intégrer, ça ne se produira pas parce que je m'y oppose.